Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Xiaomi Mi 9. C'est un smartphone que j'ai utilisé pendant à peu près une semaine. Et même s'il s'agit du smartphone le plus performant distribué aujourd'hui en France, équipé notamment du processeur Snapdragon 855 couplé à 8 Go de RAM, il a quand même pas mal de lacunes et je trouve que niveau photo, c'est vraiment pas le smartphone le plus intéressant du moment. Comme vous le savez, n'hésitez pas à me poser vos questions directement dans les commentaires et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est parti pour la vidéo de déballage et de présentation du Xiaomi Mi 9. Alors la boîte est somme toute très classique, il y a simplement l'indication du numéro 9 sur la face avant. Au dos, on a pas mal d'informations, notamment la mise en avant du triple capteur photo, du processeur Snapdragon 855, de la charge rapide, et bien sûr du lecteur d'empreintes qui se trouve sous l'écran AMOLED de 6,39 pouces. Dans la boîte, vous aurez bien sûr droit à l'épingle afin d'extraire le tiroir nano SIM, une notice d'utilisation ainsi qu'un document lié à la garantie, bien sûr le guide utilisateur est traduit en français. Et vous avez droit également à une coque translucide, de couleur un peu fumée, un peu sombre comme ça, souple, qui permet de protéger le smartphone dès sa première utilisation. C'est toujours intéressant, comme je le dis toujours sur ces smartphones un peu exotiques, dans le sens où il n'y a pas une distribution massive d'accessoires, notamment dans les commerces physiques. Donc c'est toujours sympa si vous l'achetez par exemple à la Fnac de pouvoir le protéger immédiatement, sans attendre la livraison d'accessoires par exemple commandés sur internet. Vous avez également dans la boîte un câble d'alimentation USB type C de bonne longueur, semblable un peu à ce que fournit Huawei et Honor avec ses smartphones. Point négatif sur ce smartphone, il n'y a pas de prise mini jack 3.5, néanmoins un adaptateur mini jack vers USB type C est fourni, et il n'a pas trop tendance à détériorer la qualité audio, ce qui est plutôt intéressant. On retrouve également des écouteurs intra-auriculaires qui sont pas en adaptateur USB type C, mais bien sûr en adaptateur mini jack 3.5, ce qui veut dire qu'il est impératif de passer par l'adaptateur fourni avec dans la boîte. La qualité audio des écouteurs n'est pas extraordinaire, néanmoins ça dépanne et ça permet quand même d'écouter sa musique par exemple dans les transports en commun. Et enfin pour finir, un bloc chargeur de 2,5 A. Ce bloc chargeur permet de charger le smartphone de 0 à 100% en 1 heure et quart à peu près, ce qui est plutôt intéressant. L'autonomie quant à elle est plutôt correcte, c'est une batterie de 3300 mAh. Et voici donc le Xiaomi Mi 9 en version noire. Il y a plusieurs versions, il y a une version bleu océan, une version noir piano, et il me semble qu'il y a une troisième version qui s'apparente un peu à un dégradé de couleur proche du Twilight, il me semble. J'ai réceptionné cette version en noir piano, c'est plutôt joli, néanmoins c'est vraiment sensible aux traces de doigts, c'est assez gênant à la longue, il faut systématiquement l'essuyer. Si vous êtes un petit peu maniaque comme je le suis, vous allez passer votre temps à essuyer la coque. Ce problème peut être en partie gommé en utilisant la coque de protection fournie. Cependant, ça a tendance un peu quand même à dégrader le design général de l'appareil. Au dos, on retrouve donc cette belle coque qui s'apparente à du noir piano. Ça fait penser un peu à la version céramique du Xiaomi Mi Mix 3 ou du Mi Mix 2S par exemple. Alors l'effet waouh est au rendez-vous, la finition est vraiment exemplaire, la noblesse des matériaux est également au rendez-vous. Cependant, j'aurais aimé un traitement un petit peu plus oléophobique au niveau de la coque afin, comme je vous l'ai dit, de ne pas être saturé de traces de doigts au bout de 10 minutes d'utilisation. Au dos, on retrouve le logo Mi, quelques informations quant à la certification de l'appareil. Et on retrouve au dos également ce triple capteur photo avec un cerclage qui me fait un petit peu penser au Samsung A8S que j'ai testé tout récemment. Cerclage qui se trouve sur le capteur principal. Ce bloc de 3 capteurs est relativement polyvalent. Il embarque donc un capteur principal IMX586, donc développé par Sony. Le smartphone est plutôt polyvalent sur sa partie photographique, dans le sens où il y a un capteur principal de 48 mégapixels qui a une focale classique, donc c'est une focale de 26 mm. 48 mégapixels, ouverture f1.8, plutôt lumineux, néanmoins le rendu photo n'est vraiment pas au rendez-vous, j'ai vraiment été déçu. On a toujours l'impression qu'il y a un petit peu un effet, une espèce de brouillard sur la photographie, il y a vraiment un manque de piqué. Ça me rappelle un petit peu les mauvaises heures de la photographie de chez Meizu sur les anciennes versions. Et je trouve que c'est assez dommage, j'ai été vraiment déçu lors de mes premières photos. Manque de piqué, manque d'homogénéité, tendance à un peu cramer les hautes lumières. Et c'est vrai que le rendu photo, honnêtement, n'est pas au rendez-vous, surtout par rapport à tous les derniers smartphones que j'ai pu essayer. Le second capteur est un capteur téléobjectif, donc là c'est un capteur de 12 mégapixels avec une focale téléobjectif à 50 mm, f2.2, pas de stabilisation ni optique ni numérique. Et enfin un troisième capteur ultra grand angle, donc là le capteur c'est un 16 mégapixels f2.2 avec une optique à 17 mm. Et bien sûr en dessous on retrouve un flash dual LED. Le module photo, même s'il est plutôt joli, dépasse allègrement de la coque. J'aurais aimé une optimisation et une intégration un petit peu plus réussie. Ce serait vraiment sympa qu'aujourd'hui les fabricants arrivent à intégrer ces capteurs photo directement à ras de la coque.
Là, ça dépasse quand même relativement beaucoup et ça gêne un petit peu dès lors que vous le posez sur une table ou sur une surface plane. Le smartphone est clairement bancal. Sur la tranche, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins, suivi du bouton de mise sous tension du smartphone. Sur le dessous, deux grilles pour le haut-parleur. Attention, c'est une sortie mono, il n'y a qu'une grille qui fonctionne, en fait, l'autre c'est juste pour de l'esthétique. Entre les deux, on retrouve bien sûr une connexion en USB type C. Sur la tranche opposée, on retrouve simplement un bouton IA. Alors ce bouton, nativement, gère directement l'assistance Google. Néanmoins, vous avez la possibilité de le paramétrer comme vous voulez pour qu'il ouvre soit un appareil photo qui revienne à l'application précédente. Et vous avez même la possibilité de le désactiver complètement et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est un peu moins envahissant que les boutons dédiés à Bixby sur Samsung par exemple. Et juste au-dessus, on retrouve un tiroir dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM. Sur le dessus, on retrouve un port infrarouge ainsi qu'un microphone extérieur. Donc vous l'aurez compris, en termes d'assemblage, de prise en main, c'est vraiment un produit qui fait premium, ce sont des matériaux assez froids, assez nobles. J'aime bien manipuler le smartphone, le seul regret, je le répète, c'est la tendance à marquer vraiment les traces de doigts. Mais sinon, le travail d'assemblage et de choix des matériaux et des coloris est plutôt exceptionnel. Sur la face avant, on retrouve ce superbe écran 6,39 pouces, définition Full HD+, une densité de 403 pixels par pouce, qui est largement suffisant pour les utilisations classiques d'un smartphone. Technologie AMOLED, donc ça veut dire des contrastes non mesurables, infinis, donc des noirs très profonds, très agréables. Et une colorimétrie plutôt juste, c'est vraiment un des écrans les mieux calibrés que j'ai pu essayer ces derniers mois. Comme la plupart des smartphones commercialisés depuis le début d'année 2019, on retrouve une encoche en forme de goutte dans laquelle on retrouve un capteur photo de 20 mégapixels avec une optique à ouverture f2, sans stabilisation ni optique ni numérique. Là encore, manque de précision, manque de piqué, tendance à cramer un peu les hautes lumières, c'est pas la partie la plus aboutie du smartphone, la partie photographique est un petit peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Et enfin, sur le bas de l'appareil, on retrouve un léger menton qu'on va pouvoir tout de suite découvrir lors de l'allumage de l'écran. Et bien sûr, un lecteur d'empreintes qui se trouve derrière l'écran, comme la plupart des smartphones également commercialisés ces derniers mois. La lecture est plutôt rapide, plutôt intuitive, il faut simplement appuyer un peu plus fort que sur un capteur physique. Néanmoins, le taux de réussite est plutôt bon. Rapidement, je vais vous parler quand même de ses caractéristiques techniques. Donc c'est un processeur Snapdragon 855, simplement le processeur le plus puissant du moment. Vous avez le choix entre une configuration 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage ou 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Pour les performances graphiques, eh bien c'est un GPU Adreno 640, donc là n'ayez aucune crainte, c'est vraiment un smartphone qui fera tourner l'intégralité de toutes les applications disponibles sur le Play Store, tous les jeux au niveau graphisme maximum. C'est simplement le seul smartphone Android à avoir dépassé l'iPhone XS sur le test Antutu. Vous ne savez que je ne suis pas forcément fan de ce genre de test, néanmoins là il a passé les 370 000 points sur ce test, qui en fait quand même un des smartphones les plus véloces du moment et simplement le smartphone le plus performant de l'année, pour l'instant. Pour ce qui est de la photographie, je vous en ai parlé, alors honnêtement moi je m'attendais vraiment à mieux, je suis vraiment déçu du rendu, principalement du rendu du capteur de 48 mégapixels. Ça manque un peu de piqué, on sent que l'autofocus pédale un petit peu, il a un peu du mal à faire le point. Et on a toujours cet aspect brouillard un peu sur la photographie qui me gêne un peu. Tendance à cramer les hautes lumières, tendance un peu à surexposer la photographie. Néanmoins, quand le temps est un peu gris ou un peu plus sombre, là il a tendance à sous-exposer la scène et c'est un peu dommage. Il y a vraiment un problème de gestion, de traitement de la photographie. On peut rattraper partiellement ce problème en basculant en mode HDR, cependant je pense qu'une mise à jour du logiciel pourrait améliorer ça dans les prochains mois. Donc 48 mégapixels f1.8 avec une stabilisation plutôt performante, 12 mégapixels f2.2 focale de 50 mm et 16 mégapixels f2.2 avec une focale de 17 mm ultra grand angle. Sur la partie avant, le capteur de 20 mégapixels avec une ouverture f2 là encore est plutôt bon quand les conditions sont très bonnes. Cependant il patine vraiment dès lors que la lumière commence à manquer. Et il y a aussi un peu ce côté flou, un peu brouillard sur la photographie qui me rappelle, je vous l'ai déjà dit, le rendu des capteurs photo Meizu il y a quelques années. Alors est-ce qu'une mise à jour logicielle pourra corriger ça? Je ne sais pas, néanmoins je l'espère, dans le sens où sur le papier ça reste quand même une fiche technique sur la partie photo qui est plutôt intéressante. Batterie 3300 mAh, là encore l'autonomie je la trouve pas exceptionnelle, pourtant utilisation d'une dalle AMOLED qui a quand même tendance, je le rappelle, à économiser l'énergie sur les affichages noirs. L'autonomie n'est pas excellente, une journée et demie en utilisation. Cependant, le temps de charge de 0 à 100% est d'environ 1 heure et quart, et ça c'est plutôt un point intéressant. Pour ce qui est de la connectivité, là encore c'est très bon. Module NFC, Bluetooth 5.0,
possibilité de mettre 2 cartes nano SIM. Bémol pour moi, pas de prise mini jack 3.5, donc pas de possibilité de recharger son smartphone en écoutant sa musique. Pour moi, c'est presque rédhibitoire. Pour des caractéristiques un petit peu plus générales, donc il y a une protection Gorilla Glass 6 sur l'écran, pas de certification d'étanchéité. L'interface, c'est bien sûr MUI en version 10.2 qui est calquée sur Android 9.1. Là encore, je le répète, je l'avais déjà dit sur les anciennes versions, ça n'évolue pas, les icônes ne changent pas vraiment. C'est plutôt abouti, la traduction est plutôt réussie. Cependant, j'aurais bien aimé trouver des icônes un peu novateurs, une surcouche un peu revue, rafraîchie, modernisée, ça n'est pas le cas. Ça fonctionne certes très bien, mais ça manque un petit peu d'innovation selon moi. Rapidement, les points forts sur ce smartphone, ce sera un écran très lumineux, bien calibré, avec des contrastes vraiment saisissants, une très belle colorimétrie. Des performances vraiment au top, notamment avec la version Snapdragon 855 et 8 Go de RAM. Un temps de charge très intéressant, 0 à 100% en 1 heure avec le chargeur fourni. Une finition premium et la possibilité de paramétrer son bouton IA comme on le veut et même de le désactiver. Pour ce qui est des points négatifs sur ce smartphone, eh bien, ce sera bien sûr l'absence de prise mini jack 3.5. Pour moi, c'est clairement un point noir en 2019. Un rendu photographique un petit peu en dessous de mes attentes et en dessous de la concurrence, notamment à ce prix-là, je le rappelle, entre 469 et 499 €. Est-ce qu'une mise à jour logicielle pourra améliorer le rendu du capteur photo principal arrière et du capteur avant? Je le pense. Cependant, pour l'instant, sorti de sa boîte, le rendu n'est pas extraordinaire. Encore un point faible, ce sera le rendu audio du haut-parleur mono qui se trouve sur le bas de l'appareil. C'est un peu criard, ça sature très vite. Ça n'est pas un son qui vous englobe et qui a un côté immersif comme ça dans la vidéo que vous regardez ou dans la musique que vous écoutez. Et j'aurais aimé un petit peu plus de qualité et de puissance de sortie audio. Et enfin, pas de possibilité d'étendre la mémoire. Alors si vous avez la version 128 Go, vous avez quand même un peu de quoi stocker pas mal d'applications de films et vidéos. On a quand même la possibilité de remplir assez rapidement son smartphone avec pas mal de photos, notamment quand c'est un smartphone qui fait des photos en 48 mégapixels, qui peut filmer en 4K à 60 images secondes, etc. C'est quand même des dossiers assez lourds, et 64 Go, ça devient aujourd'hui un peu limite. Vous l'aurez compris, le Xiaomi Mi 9 n'est pas un mauvais élève, cependant, par rapport à la fiche technique annoncée des performances de haut vol, j'aurais aimé un smartphone plus abouti, plus performant, notamment sur sa partie photo. Le reste, c'est plutôt très bon, un superbe écran, des performances de haut vol, c'est simple, il n'y a pas plus puissant aujourd'hui, un design premium et une finition au top. Il ne manquait pas grand chose pour que ce smartphone soit vraiment l'un des plus intéressants, mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un OnePlus 6T, un petit peu plus polyvalent en termes de photographie, mais avec un rendu général pas forcément meilleur ou plus abouti. Ce que je vous conseille si vous êtes intéressé par ce smartphone, c'est vraiment de basculer sur la version SE, elle sera vendue 349 € avec la même partie photo, donc le traitement photo sera exactement similaire. Par contre, il tournera sur un processeur Snapdragon 712, donc le temps de chargement et de traitement des photos, notamment en 48 mégapixels, sera un petit peu plus long. Par contre, 349 €, c'est vraiment un prix qui selon moi est plus en adéquation avec le rendu photographique, l'autonomie, l'absence de prise mini jack, l'absence de certification IP67 ou 68, et l'absence de possibilité d'étendre la mémoire. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo assez rapide, on se retrouve prochainement pour d'autres tests et d'autres présentations. À très bientôt.